Alors, le 15 septembre 2008, il y a des dates comme ça qui changent tout. Et celle-là, elle a vraiment marqué la finance moderne. Ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est comment la chute, mais alors la chute spectaculaire d'un vrai géant, est liée à quelque chose qu'on ne voit pas toujours, le moteur de notre économie, les taux d'intérêt. Allez, on plonge au cœur de la crise. Oui, certaines dates restent gravées dans le marbre de l'histoire économique. Et le 15 septembre 2008, c'est clairement l'une d'elles. C'est pas juste une date, c'est un vrai tournant. Un avant et un après qui a complètement rebattu les cartes. 600 milliards de dollars. Répétons-les, 600 milliards de dollars. C'est juste vertigineux. C'était la valeur des actifs de Lehman Brothers juste avant de s'effondrer. Pour mettre ça en perspective, c'est tout simplement la plus grande faillite de toute l'histoire. Imaginez, 158 ans d'existence, balayés en un claquement de doigts. Alors, la question qui se pose, c'est comment ? Comment est-ce qu'une institution pareille, qui semblait indestructible, un vrai mastodonte de la finance, a pu disparaître comme ça, en quelques heures à peine ? C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre. Ok, première partie, l'effondrement d'un géant. Pour bien saisir ce qui s'est passé, il faut d'abord revenir un peu en arrière sur l'histoire de Lehman Brothers. Lehman, c'est une très longue histoire. Ça a été fondé en 1850. Mais c'est dans les années 2000 que tout s'emballe. C'est l'âge d'or. La banque fait des profits records, en surfant à fond sur la bulle immobilière. Et puis en 2007, premier craquement. La bulle éclate. Les choses commencent à se gâter. En mars 2008, un concurrent, Bear Stearns, s'effondre, mais il est sauvé in extremis. Ça a créé un faux sentiment de sécurité, un peu comme si on se disait « Ouf, les autorités interviendront toujours ». Eh bien non. 6 mois plus tard, en septembre, c'est le game over pour Lehman. 158 ans d'histoire, évaporés. Oui, c'était ça, la croyance générale. Trop gros pour faire faillite. Pensez-y, 25 000 employés, une présence partout dans le monde. Lehman Brothers, ça semblait juste intouchable. L'idée que cette banque puisse faire faillite, c'était impensable tout simplement. En fait, il y avait deux réalités qui coexistaient. D'un côté, le mirage. Des profits records, une expansion mondiale, une croissance folle. Et cette croissance, elle venait d'instruments financiers super complexes, les fameux CDO. Pour faire simple, imaginez qu'on prend des milliers de prêts immobiliers, y compris les plus pourris, les plus risqués, on met tout ça dans un grand mixeur et on en sort un nouveau produit financier qu'on vend comme étant sûr. Ça, c'est le mirage. Et de l'autre côté, la réalité. Cette croissance, elle était en fait basée sur des actifs toxiques. Le château de cartes était là, juste sous leurs yeux, mais personne ne voulait vraiment regarder. Bon, maintenant on passe à la deuxième partie. Les taux. On va parler du moteur de l'économie. Parce que pour vraiment comprendre la chute de Lehman, il faut d'abord comprendre ces forces un peu invisibles qui pourtant dictent le tempo de toute la finance mondiale. Tout en haut de la pyramide, on a ce qu'on appelle les taux directeurs. Ce sont les taux fixés par les grandes banques centrales, comme la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe. C'est eux qui donnent le là, en quelque sorte. C'est un peu le thermostat de l'économie. On le monte pour la refroidir en rendant l'argent plus cher, ou on le baisse pour la stimuler en rendant le crédit plus facile d'accès. Et pour ça, la Banque centrale, elle a plusieurs manettes. Le plus simple, c'est de voir ça comme le prix de gros de l'argent. D'un côté, il y a le taux de refinancement. C'est le prix que les banques commerciales payent pour emprunter de l'argent à la Banque centrale. De l'autre, le taux de dépôt. C'est ce qu'elles touchent si elles placent leur argent en sécurité à la Banque centrale. En jouant sur ces taux, la Banque centrale influence directement le coût de l'argent pour tout le monde. Juste un cran en dessous, on trouve les taux interbancaires. Là, c'est le taux auquel les banques se prêtent de l'argent, entre elles. C'est un indicateur super important, c'est le vrai baromètre de la santé du système. Si ces taux s'envolent, attention, ça veut dire que la méfiance est en train de s'installer. Et voilà, on y est. Le mot-clé, c'est la confiance. C'est le carburant du système. Sans confiance, le marché interbancaire se fige. Les banques arrêtent de se prêter entre elles. Et là, c'est toute la machine du crédit qui se grippe. Ah, et une petite précision importante avant de continuer. Il faut distinguer le taux nominal, ça c'est le chiffre qu'on voit partout, et le taux réel. Le taux réel, c'est le taux nominal moins l'inflation. Et en fin de compte, c'est celui-là qui compte vraiment, parce que c'est lui qui dit si on gagne ou si on perd du pouvoir d'achat. Ok, troisième partie, la mécanique de la crise. Maintenant qu'on a posé les bases sur les taux, on peut revenir à notre histoire de Lehman et assembler toutes les pièces du puzzle. Alors voici comment s'est déroulé l'enchaînement fatal étape par étape. D'abord, étape 1. Tout part de taux d'intérêt maintenus très très bas par la Banque centrale. L'argent ne coûte presque rien, ça alimente une gigantesque bulle immobilière. Étape 2. Les banques se mettent à prêter à tout va, à n'importe qui, même aux gens les moins solvables. Et tous ces prêts risqués, on les repackage dans nos fameuses actifs toxiques qu'on vend ensuite au monde entier. Étape 3. Ce qui devait arriver arriva. La bulle éclate, les prix de l'immobilier s'effondrent, et du coup les actifs qui étaient basés dessus ne valent plus rien. Étape 4, là c'est la panique générale. La confiance, notre fameuse confiance, s'évapore. Le crédit interbancaire se bloque, plus aucune banque ne veut en prêter à une autre. Et enfin, étape 5, complètement privé d'argent frais, asphyxié, Lehman Brothers s'effondre. Cette citation, elle résume tout. L'effet de levier est une drogue puissante. L'effet de levier, c'est simplement le fait d'utiliser de la dette pour investir plus et donc gagner plus. Lehman, comme beaucoup d'autres, en a usé et abusé. Ça a dopé leurs profits pendant les bonnes années, c'est sûr. Mais quand le vent a tourné, ça a démultiplié les pertes de manière absolument dévastatrice. Une overdose, tout simplement. Et le point vraiment crucial dans cette histoire, c'est le sauvetage de Bear Stearns quelques mois plus tôt. Tout le marché a vu ça et s'est dit « Ok, pas de panique, ils ne laisseront jamais un gros tomber ». Donc tout le monde pensait que Lehman serait sauvé aussi.
La décision de la laisser faire faillite était un électrochoc. Un message brutal envoyé au marché, non, cette fois, les règles ont changé. Ok, on arrive à notre dernière partie. Les leçons qu'on a tirées de tout ça. Qu'est-ce qui a été appris des décombres fumants de ces 600 milliards de dollars ? On peut en tirer au moins 5 leçons fondamentales. Première leçon, la transparence, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Deuxième, la liquidité, c'est le nerf de la guerre. On peut avoir des actifs, mais si on n'a pas de cash, on meurt. C'est aussi simple que ça. Troisième, l'effet de levier, ça doit être contrôlé. C'est un outil, pas une fin en soi. Quatrième, la réglementation. Ce n'est pas là pour embêter, c'est un filet de sécurité indispensable. Et enfin, la cinquième, la réputation. Ça prend des décennies à construire et ça peut se perdre en quelques heures à peine. Lehman a coché toutes les mauvaises cases sur ces 5 points. Et bien sûr, une telle crise a eu des conséquences très concrètes. Le monde de la finance d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'avant 2008. On a vu arriver un tsunami de nouvelles réglementations, comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis ou les accords de Bâle III partout dans le monde. L'objectif, forcer les banques à avoir les reins plus solides, à être plus prudentes. Et on termine avec une question qui reste, ouverte. Aujourd'hui, on voit de nouveaux marchés, de nouvelles technologies, les crypto-monnaies, la fintech, de nouvelles bulles. Les vieilles tentations, celles de la spéculation, de l'argent facile, elles sont de retour, mais sous de nouvelles formes. Alors la grande question, c'est, est-ce qu'on a vraiment appris la leçon de 2008 ? Est-ce que les garde-fous mis en place seront suffisants pour éviter la prochaine crise ? Seul l'avenir nous le dira.